Tout d'abord, bonsoir à notre cher public que je remercie pour sa présence. Nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui Natacha Kachukuti-Ozorowicz. Natacha est sociologue, elle est enseignante chercheuse ou chercheur à Centrale Supélec, maîtresse de conférences HDR et chercheur au laboratoire Institution et Dynamique de l'économie et de la société de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Elle vient de publier un livre aux éditions La Dispute intitulé Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité. Cette recherche a été le sujet de son habilitation à diriger de recherche obtenue à la Sorbonne Paris 1. Il sera disponible en librairie à partir de demain, 28 mai. En s'appuyant sur les récits des femmes incarcérées, l'auteur retrace leurs itinéraires marqués par la violence de genre, subie en amont de leur passage à l'acte et de leur condamnation. Elle s'attache dans cet ouvrage à la mise en évidence de ce continuum de violence. La Société Louise Michel accueille donc Natacha afin qu'elle nous présente son ouvrage. C'est une immense joie pour toute l'équipe de la Société Louise Michel qu'elle nous ait réservé sa première présentation. Nous la remercions très chaleureusement pour cet honneur. Nous remercions également les éditeurs des éditions La Dispute pour leur collaboration. Un grand merci également à notre cher Philippe Binet qui a pris le temps pour donner une forme très élégante à la présentation de cette conférence. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Oui, pour la présentation de cette conférence, évidemment, elle est disponible sur le site. À Francis Sitel, également membre du conseil d'administration de la Société Louise Michel et de la direction de la revue Contretemps, qui a accepté de publier un entretien avec Natacha. Il paraîtra dans le 50e numéro de la version papier de la revue en juillet. Je n'oublie pas notre cher informaticien Boris Bonor, sans qui nos conférences n'auraient pas pu avoir lieu cette année. C'est un véritable travail donc d'équipe dans le sens fort du terme, l'organisation de cette conférence. Je n'aurais pas connu Natacha sans ma très chère amie Elsa Papa-Giorgio, qui m'a invitée l'an dernier à l'une de ses conférences. Cette première rencontre a suscité en moi l'envie et le désir de connaître de plus près les travaux de Natacha. Et je ne l'ai pas regretté. C'était une vraie et très belle surprise de lire son ouvrage que j'ai dévoré. La belle plume de Natacha nous fait visiter tous les coins de la prison où elle a mené son enquête durant 18 mois. Nous imaginons les visages et les voix des femmes détenues interviewées. Son livre est vivant et nous l'entendons presque respirer, douter, s'interroger, soupirer, sans pour autant manquer à la rigueur du travail scientifique et sociologique. Merci à toi, Natacha, pour ce très beau livre, vraiment. Et je te laisse la parole pendant 20 minutes. Ensuite, nous mènerons un entretien toutes deux durant 20 ou 25 minutes avant d'échanger, évidemment, avec le public. C'est à toi la parole, Natacha. Mais merci beaucoup, Sama, de ta présentation et de ton introduction à mon ouvrage. Je suis très émue de tes mots parce qu'effectivement, tu es une des premières lectrices. Donc, la réception de ton livre et ce que tu en dis me touche beaucoup. Et voilà, et je redis encore une fois combien aussi je te remercie du travail que tu as fourni dans des conditions qui ne sont pas si évidente en ayant le manuscrit en PDF pour préparer l'entretien dans la revue Contretemps et puis voilà, et en plus de tes charges de travail en tant qu'enseignante. Donc, merci. On pourrait dire que vraiment, avec ce livre, on ouvre aussi un autre espace de résistance, un gynécée des résistances et vraiment, merci beaucoup. Effectivement, pour la présentation d'aujourd'hui, donc juste vous dire quand même quelques mots sur le livre, comment il se présente, et puis après, je vais expliquer le point sur lequel je vais axer l'intervention de ce soir, et après, on échangera ensemble, évidemment. Donc,
tu l'as dit, tu l'as rappelé, le livre est issu d'une enquête de terrain que j'ai menée pendant 18 mois dans un centre de détention femmes, dans une prison mixte, c'est-à-dire hommes-femmes, et ça a toute son importance, et dans une prison qui est gérée sur le modèle de partenariat public-privé, et ça a aussi toute son incidence dans la vie matérielle des femmes au quotidien. Alors, dans l'ouvrage, effectivement, j'insiste beaucoup dans mon avant-propos sur ce qu'on appelle le savoir situé, c'est-à-dire que je me situe aussi à l'intérieur de cette enquête. J'explique pourquoi j'en suis venue à travailler sur la question de la prison, et ensuite un chapitre est consacré à la question du bâti carcéral, de la géographie carcérale, dans un chapitre que j'ai intitulé Entrée en prison, et j'ai attaché beaucoup d'importance parce qu'effectivement, il me semble que cette ethnographie, moi, elle m'a permis d'abord de mettre en écriture ce que j'observais, mais elle permet, je pense, aux lecteurs et aux lectrices, au fond, d'entrer dans cette prison et ma volonté n'était pas d'y poser un regard exotique, loin de là, hein, mais de comprendre aussi ce que le bâti fait au corps. Et puis, les deux autres chapitres s'intéressent à la question, et c'est sur ce point-là que je vais un peu insister dans la présente intervention, sur le parcours d'exécution de peine et sur l'évaluation pénale tout au long de la peine, sachant que même une fois condamnés, les détenus doivent rendre compte d'un récit de soi qui n'est pas sans importance, puisque ce récit de soi va avoir une influence dans l'accord ou pas de permission de sortie, d'accord de conditionnel. Voilà, enfin, je vais y revenir de manière plus explicite. Autre précision, ce livre n'est pas une enquête sur les femmes en prison, mais c'est vraiment à l'intérieur d'une monographie précise qui a effectivement duré 18 mois dans un quotidien où j'ai pu circuler dans tous les lieux de la détention et aussi où j'ai pu faire plusieurs entretiens. J'ai rencontré 42 détenus sur les 90 en gros incarcérés, et on a fait des entretiens de type longitudinaux, donc je les ai rencontrés plusieurs fois en cellule, ce qui est quand même quelque chose d'assez important parce que toutes les enquêtes ne se font pas en cellule, et dans un quotidien où j'ai pu quasi tous les jours partager, sans être évidemment détenu, ce quotidien carcéral en circulant dans tous les lieux de la détention et aussi du coup en pouvant procéder à une observation de type participante, c'est-à-dire ce qui m'a permis de comprendre aussi tout l'informel des relations. Donc, pour cette enquête, j'ai mené des entretiens, certes auprès des détenus, mais aussi auprès de l'ensemble des personnes qui constituent cette vie carcérale, c'est-à-dire les agents de l'administration pénitentiaire, les cadres de l'administration pénitentiaire, les agents du partenariat privé-public et les bénévoles qui font vivre aussi la vie du quotidien et les aumônières aussi. Alors, pour ce soir, en tout cas dans un premier temps, je vais insister sur, et tu en as parlé Sama tout à l'heure, sur le continuum des violences qui constitue quand même un fort cadre théorique de mon analyse des trajectoires. Donc, je vais expliquer ce que c'est que ce continuum des violences et vous expliquer aussi en quoi ce continuum des violences comme cadre théorique m'a permis d'analyser les trajectoires individuelles, mais aussi les formes de résistance au pluriel des détenus que j'ai pu rencontrer. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que ce continuum des violences ? La notion de continuum de violence, elle est inspirée d'une autre sociologue qui s'appelle Liz Kelly, qui, dans les années 70, a mené une enquête auprès d'un certain nombre de femmes, et elle se rend compte que, dans son enquête, que toutes les femmes qu'elle a interrogées ont subi, ou en tout cas ont été structurées par un ensemble de violences sexuelles, d'où l'introduction par Liz Kelly de la notion de continuum. La notion de continuum est ici à entendre pas comme une répétition d'actes, mais comme une série de violences plus ou moins perceptibles qui constituent, selon elle, je dirais, la structuration de la vie des femmes. À cette notion de continuum, j'y ai articulé celle de violence de genre. Et pourquoi ? Parce que ici, continuum et violence de genre, et violence au pluriel et genre, renvoient au fait que la domination et l'appropriation du corps des femmes par les hommes
constitue un lien structurant pour toutes les femmes. Et associer la notion de continuum à celle de genre, à celle de violence de genre, permet de signifier la série de violences visibles ou invisibles qui résultent de la hiérarchisation des rapports sociaux de sexe. Donc, vous l'aurez compris, c'est dans une perspective matérialiste que j'analyse ce continuum. Et quand j'insiste sur visible ou invisible, c'est que j'introduis dans ce cadre théorique la division sexuelle du travail dans lequel se loge ce continuum. Voilà, donc il n'y a pas de hiérarchie dans ce continuum. Alors, vous allez comprendre pourquoi la division sexuelle du travail est un élément essentiel de ce continuum. Mais d'abord, premièrement, donc, à partir de ce cadre théorique, j'ai analysé à la fois les processus collectifs qui sont intégrés dans les trajectoires individuelles des détenus. Et je me suis demandé, et là, dans l'héritage des travaux de Nicole-Claude Mathieu, j'ai réinterrogé la notion de consentement parce qu'elle est au centre aussi des trajectoires. Et je me suis demandé comment que signifiait consentir au rapport de domination alors que les individus, ici les femmes, n'ont pas pleinement conscience du rapport social de domination. Et là, on est en plein cœur justement de ce continuum de violence de genre. Autrement dit, et c'était mon hypothèse aussi de départ, au fur et à mesure de la découverte du terrain, et je reprends la formule de Nicole-Claude Mathieu, céder à la domination ne veut pas dire y consentir. Alors, le deuxième axe, et ça, on pourra y revenir pendant la discussion, sans doute, je me suis demandé aussi comment construire des mouvements émancipatoires, un récit émancipatoire, comment construire un récit de soi à l'intérieur de ce parcours pénal à qui on demande aux femmes en gros 3 mots-clés, réflexivité, culpabilité et reconnaissance de l'acte. Et voilà, et comment construire un récit de soi à l'intérieur d'un formatage disciplinaire alors que justement toutes les femmes sont prises à l'intérieur de ce continuum. Au fur et à mesure du terrain, j'ai ouvert d'autres pistes permettant d'interroger la notion même de violence, puisque j'ai rencontré des prisonnières autodéfinies politiques, dans le cas des prisonnières basques, et donc j'ai étendu l'interrogation jusqu'à la violence politique, parce que, et donc c'est vrai que dans l'ouvrage, j'ai consacré un chapitre à part aux prisonnières définies autopolitiques, parce qu'on va le voir, effectivement, que l'approche comparée de la double analyse des trajectoires sur le récit de soi entre les prisonnières qu'on pourrait appeler de droit commun et les prisonnières autodéfinies politiques m'a permis de saisir des marges de manœuvre individuelles, mais aussi des résistances collectives qui sont à l'œuvre pour faire face aux différentes injonctions en prison et qui, évidemment, vont s'élaborer de manière différente et se mettre en pratique de manière différente selon que les femmes sont définies dans une conscience politique de l'oppression, contrairement à celles qui n'ont pas forcément une conscience politique de l'oppression. Voilà pourquoi aussi j'ai travaillé sur ces trajectoires et sur la comparaison entre ces trajectoires. Alors, je disais tout à l'heure, je me suis interrogée sur le rapport au parcours pénal, le rapport à l'expertise pénale en lien avec ce continuum de genre. Alors, pourquoi d'abord je me suis interrogée sur cette question? Au départ, je n'y avais pas pensé. Et c'est effectivement lors de la découverte du terrain et par ce que j'entendais par les détenus et par leur nécessité, notamment en cellule, de me montrer les documents d'expertise pénale auxquels elles étaient confrontées et dont elles ne saisissaient pas toujours le sens, que j'ai compris le rôle majeur de cette expertise tout au long de la peine. L'autre élément, c'est que pendant la détention, au fond, les détenus, tout à l'heure avec Elsa, on parlait du panoptique, et les détenus sont toutes surveillées aussi sur leur comportement et je vais m'en expliquer aussi, et ça a une incidence dans leur évaluation de la peine. Alors, tout d'abord, quelques mots sur ce parcours d'exécution de peine. Donc, il faut savoir qu'à partir du début des années 90, une nouvelle approche est apparue dans plusieurs pays européens
Alors, d'abord en Grande-Bretagne, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose là. D'abord en Grande-Bretagne, puis ça a été transféré en France sous le terme de PEP. Alors, autre élément aussi en prison, c'est que, et ça l'a bien relevé, c'est que rentrer en prison, c'est faire l'apprentissage d'une novlangue bureaucratique très importante et il faut se saisir des sigles pour comprendre aussi immédiatement de quoi l'on parle. Donc, le sigle, c'est PEP, parcours d'exécution de peine, et selon le discours officiel de l'administration pénitentiaire, ce parcours d'exécution de peine est un outil qui doit permettre de fixer des objectifs partagés avec la personne détenue en vue de préparer son insertion. Et ce régime d'évaluation de la peine, dans ce régime d'évaluation de la peine, il y a un ensemble de personnels qui y participent. Il y a les gradés pénitentiaires, les chefs de détention, les psychologues d'application des peines, les psychiatres, les juges d'application des peines, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de peine, etc. Alors, je disais tout à l'heure, les chefs de service pénitentiaire, dont les gradés ont un rôle important dans ce dispositif. Pourquoi ? Parce que non seulement ils vivent dans le quotidien en détention, mais également ils assistent aux différentes commissions justement d'attribution ou pas de permission de sortie ou de réduction de peine. Ces gradés sont tenus d'émettre des avis motivés et rédigés en amont de ces commissions. Alors, ce travail d'écriture professionnelle à visée évaluative a fait l'objet de beaucoup d'analyses, notamment par le sociologue Gaëtan Cliquenoy, et il montre très bien comment le mouvement de judiciarisation, par cette mise en écriture juridique de l'évaluation de la peine, a connu une inflation depuis une quinzaine d'années dans les institutions de contrôle, et d'ailleurs qui sont étendues à d'autres instances disciplinaires, mais notamment dans les prisons. Donc, moi, ce qui m'a interrogée, c'est comme ce dispositif est un déterminant majeur dans la capacité des personnes détenues à décrire un dire vrai sur soi-même, comme le dirait Michel Foucault, et à infléchir aussi les histoires biographiques et pénales, je me suis interrogée sur le rapport entre ces catégories managériales du diagnostic pénal qui vont structurer la manière dont la peine est prise en compte, mais à la manière aussi dont elle contraint la parole des personnes détenues. Alors, autre élément qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif, il est réservé à une petite proportion de détenus en France, puisque sont exclus de ce dispositif toutes les personnes prévenues, dont je rappelle que les personnes prévenues sont des personnes en attente de jugement, et les personnes étrangères, puisque une fois qu'elles ont fini leur peine, elles sont en général renvoyées sur leur territoire d'origine. Mais concernant les personnes et les femmes que j'ai rencontrées, toutes étaient quasi concernées par ce dispositif. Et donc, autre élément de contextualisation, moi j'ai travaillé sur des femmes condamnées pour de moyennes et longues peines. Donc, ce n'est pas une maison d'arrêt et ce n'est pas des personnes en préventive. Donc, on est déjà dans un cheminement de la peine. Et ce sont des femmes qui sont condamnées entre 10 et 30 ans de peine. Alors, ce que j'ai pu constater dans ce travail, c'est premièrement que dans ce dispositif, il y a une volonté d'individualiser les parcours, mais dans cette individualisation de parcours, j'observe une non prise en compte non seulement des violences de genre, mais aussi de l'effet des rapports sociaux de sexe qui ont conduit, qui conditionnent plutôt ces parcours de vie. Donc, je me suis interrogée aussi sur comment ce dispositif qui présuppose une unicité de parcours entre l'individu, le passage à l'acte, son intentionnalité et la peine exécutée, eh bien, comment dans ce cadre extrêmement contraint, les détenus pouvaient construire un récit de soi. Alors, donc je disais tout à l'heure, cet exercice de la parole s'oppose, ou plutôt rencontre des difficultés particulières qui sont liées à deux modalités contradictoires qui l'organisent. Premièrement, cette expertise de la peine qui repose sur l'injonction qui est faite aux personnes condamnées de se reconnaître coupables. Et on va voir comment cet élément a toute son importance, notamment pour les femmes condamnées pour de longues peines. Et cette injonction se double d'une autre obligation
qui est celle de réfléchir à la manière dont elles auraient pu agir autrement. Et de l'autre, il faut que les détenus puissent faire preuve d'une réflexivité psychique dans le but de produire une parole à soi. Et une parole à soi qui démontre une transformation personnelle et qui va de pair, évidemment, avec l'adhésion de la peine. Alors, question majeure, c'est comment produire ce discours lorsque, justement, on est pris dans une dualité auteur-victime en ce qui concerne les femmes qui sont justement structurées à l'intérieur de ce continuum de violence de genre. Premièrement. Deuxièmement, comment construire ce récit sans prendre en compte les dimensions de la domination de la vie sociale et de dépendance des femmes dans le couple et dans l'univers familial. Dépendance qui est à la fois valorisée et qui en même temps va être, je dirais, le lieu de la répression. Alors, je disais tout à l'heure, j'ai interrogé 42 détenus, mais avec des entretiens donc, de type longitudinaux. Ça veut dire que, en gros, je me suis retrouvée avec après 90 entretiens à retranscrire et dans des durées d'entretien qui allaient entre 3 heures et 4 heures d'entretien. Sur ces 42, 35 d'entre elles ont fait l'objet de violences intrafamiliales et conjugales avant leur incarcération, cumulées à d'autres formes de violences qui sont la précarité sociale, la prostitution contrainte pour certaines, le racisme et une mécanique de la domination qui s'étend aux violences économiques et aux violences symboliques. Qu'est-ce qu'ici j'entends par violence symbolique? Et là, je rattache aussi à la question du rapport de classe sociale. La notion de violence symbolique est celle que j'entends au sens d'une timidité et d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement qu'à la place à laquelle ces femmes sont assignées en tant que femmes, c'est-à-dire comme pourvoyeuses de services, mais aussi en tant que femmes de classe sociale modeste, puisque la plupart des femmes que j'ai rencontrées est issues soit de classes populaires ou de petites classes moyennes en termes de statut professionnel. Alors, je disais sur 42, 35 d'entre elles, alors les autres concernent les prisonnières autodéfinies politiques. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont autodéfinies politiques, elles échappent à l'organisation hiérarchique des sexes, hein, ce n'est pas du tout ça, mais c'est que, ce qui a structuré leur passage à l'acte n'est pas directement lié à ce continuum de violence de genre, on va y revenir. Alors, cette analyse des récits m'a permis de relever 4 types de parcours. Un parcours que j'ai intitulé « Un lieu à soi maudit », le deuxième que j'ai intitulé « Injustement condamné », le troisième, une peine attendue, et le quatrième, qui concerne les prisonnières autodéfinies politiques, hein, qui sont, on va le voir, qui, elles, sont plutôt dans une requalification de la peine, et vous allez comprendre pourquoi. En ce qui concerne le premier parcours, pourquoi je l'ai appelé un lieu à soi maudit? Parce que le moment carcéral permet pour ces femmes de se détacher de l'environnement familier et va constituer un temps de reconnaissance de soi en tant que victime de violences de genre. C'est-à-dire que ce temps-là va permettre de faire rupture avec l'univers familial et conjugal et constituer un temps même, paradoxalement, de réappropriation de soi-même. Alors, tout le monde l'aura compris ici, l'expression « un lieu à soi » est tirée, bien sûr, et Sama l'avait très bien compris en lisant le livre, est tirée de l'essai en forme de manifeste de Virginia Woolf. Pourquoi j'ai utilisé? Parce que ça illustre bien l'expérience des femmes concernées par des violences de genre subies avant le passage en prison, mais surtout, dans ce cadre du continuum des violences, illustre aussi la série de violences invisibles auxquelles elles se sont confrontées et qu'elles n'ont pas pu reconnaître avant, et violences invisibles structurées dans la division sexuelle du travail. Donc, ces violences n'ont pas été reconnues, voire même elles n'ont même pas été possibles donc d'être nommées avant le passage à l'acte, la condamnation et parfois même l'incarcération. Et j'ai repris à dessein aussi cette image du lieu à soi parce que dans ce type de parcours, dans l'expérience carcérale, il va s'agir pour ces femmes de se penser autrement en tant que femmes, c'est-à-dire
de parvenir durablement à s'extraire de l'assignation de genre. Par exemple, par le fait, tout bêtement, de pouvoir dire non aux autres, de pouvoir dire non à l'ensemble des services, à l'attention permanente aux autres, voilà, de pouvoir arrêter cette mécanique, je dirais, de service aux autres. Et dans cette géographie de l'espace carcéral, en lien avec, je dirais, avec la condition matérielle de la pensée, il s'agit pour ces femmes de se reconstruire entre deux chocs, celui d'une vie scandée par une division sexuelle du travail et donc par des violences masculines plus ou moins visibles, et celui de la vie carcérale. Parce qu'il s'agit bien ici de se réorganiser subjectivement entre deux écritures de vie, l'une pendant l'incarcération, l'autre en se projetant dans la vie post-carcérale. Et dans ce type de trajectoire, pour ces femmes, on observe une convergence très forte entre les demandes du parcours de peine et le sens donné à la peine. C'est-à-dire pour ces femmes, il y a une adhésion très forte au cadre disciplinaire, et la reconstruction de soi se situe dans ce rapport entre violence agie et violence subie, et qui est constamment au centre des récits. La position de culpabilité en tant que coupable du délit est intrinsèquement liée au statut de victime, qui pour autant ne légitime pas systématiquement dans le récit des détenus le recours à la violence en tant qu'auteur. Et alors là, j'insiste sur violence invisible, c'est-à-dire que dans ce type de parcours, il n'y a pas forcément des femmes qui ont subi des violences physiques ou des violences sexuelles reconnaissables, mais elles se situent à l'intérieur d'un système d'organisation et du travail salarié et du travail domestique qui les a conduites à se désapproprier d'elles-mêmes. Certaines diront, une d'entre elles, par exemple, dit « Au fond, la prison, ça m'a stoppé. Ça a stoppé cette mécanique infernale. » Et en fait, l'issue post-carcérale, c'est d'arriver à ne pas reproduire cette mécanique infernale de la vie domestique et conjugale. Donc, on a dans ce type de parcours vraiment des formes de trajectoire où à la fois, typiquement, des femmes qui avaient un emploi salarié et qui progressivement, à l'arrivée des enfants, vont se retrouver à travailler à la maison en tant qu'aide maternelle et progressivement qui vont être dans, je dirais, où il n'y a pas d'espace différencié entre l'espace professionnel, l'espace domestique et dans une continuité de service tout au long de la journée. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, cette interrogation autour de la notion de consentement telle que l'a élaborée Nicole-Claude Mathieu, c'est-à-dire, clairement, il n'y avait pas pour elles une pleine conscience de domination, puisque pour elles étaient justement dans ce qui les valorisait en tant que femmes. Alors, c'est très fort, d'autant plus que c'est plutôt des femmes à faible niveau d'études et donc qui ont investi et le couple et la maternité très jeunes. Et d'où pour elles, évidemment, l'impossibilité logique qu'elles consentent pleinement à quelque chose qu'elles ne concevaient pas entièrement et bien avant le passage à l'acte. Le deuxième parcours réunit des détenus. Alors, j'ai appelé injustement condamnés, ce n'est pas pour dire que la justice les a bien ou pas condamnés, je ne suis pas là pour apprécier le jugement de la justice, mais c'est pour rendre compte d'une parole qui était souvent répétée dans les récits, où donc elles se sentaient injustement condamnées, la peine constituait un non-sens pour elles, et au fond, leur trajectoire se caractérise par un conflit interne permanent qui est impossible à résoudre entre le soi désigné comme auteur et la victime, victime qui est auteur elle-même de violences dont les femmes ont dû se défendre. Alors là, dans ce type de parcours, on n'est pas dans le continuum qui renvoie forcément à la série de violences invisibles, elles y sont, mais là, on est plutôt du côté des violences visibles, c'est-à-dire on rencontre des femmes qui ont subi une série de violences visibles, mais elles n'ont pas eu de réponse de la part des institutions sociales, judiciaires, ni même de l'environnement familial. Et donc, quand elles sont passées à l'acte, c'est souvent d'ailleurs dans une temporalité qui n'est pas toujours en adéquation avec la situation de violence, mais justement, c'est dans ce cumul de violence qu'elles passent à l'acte. Donc, pour elles,
on pourrait dire qu'elles sont dans un double mouvement de conflictualité, à la fois avec les agents de la pénitentiaire, mais aussi avec les experts de l'évaluation de la peine, dont elles n'arrivent pas à se faire entendre. Et contrairement aux détenus qui sont plutôt représentatifs du premier parcours que j'ai désigné par l'expression un lieu à soi maudit, dans ce second parcours, la question de la culpabilité ou de la responsabilité est plus facilement écartée, et d'où le fait qu'elles pensent qu'elles sont injustement condamnées puisqu'elles n'ont jamais été reconnues comme victimes de violences de genre. Et cette posture défensive va s'illustrer à travers deux manières de se définir pendant l'incarcération. Une première qui consiste à rejeter toute catégorisation de détenus, et donc elle rejette le qualificatif tout au long de la peine. La deuxième, c'est le fait de se définir comme détenu distinct des autres, comme si, au fond, dans l'économie morale de la peine, il y avait les bonnes et les mauvaises victimes et les bonnes et mauvaises auteurs. Pour elles se classifient dans les bonnes auteurs et les bonnes victimes, c'est-à-dire qu'elles ont répondu en lien avec cette situation d'inaudibilité des violences qu'elles subissaient. Et c'est important parce que dans cette dimension biographique leur permet aussi de restituer un sentiment de respectabilité qu'elles ont perdu avec un sentiment de honte très très fort. Et je dirais cette prégnance est d'autant plus forte que la peine est longue et qu'il s'agit de se restaurer en permanence. Donc c'est aussi une forme de résistance quand même. Voilà. Donc, dans ce second parcours, le recours à la violence vis-à-vis du conjoint ou de l'ex-conjoint est rendu légitime par l'appel à une position défensive pour se protéger ou pour protéger le plus souvent l'enfant menacé par les violences du conjoint devenu père. Donc ici, il s'agit d'histoires conjugales et familiales où les violences physiques, sexuelles et psychologiques sont répétitives. Et la figure du compagnon ou des compagnons violents est mise en relation avec l'évocation des violences vécues dans l'enfance et dans l'adolescence, qui s'accompagnent parfois, dans ce type de parcours, de prostitution contrainte à l'intérieur de l'histoire conjugale. Et donc, pour elle, le recours à la violence envers le compagnon ou l'ex-compagnon est perçu comme une réaction désespérée ou défensive. Réaction désespérée ou défensive qui parfois n'ont pas pu aussi s'énoncer pendant le procès. Je vais vous donner un exemple d'une femme qui a été condamnée à 30 ans de peine, qui donc a fait tuer ou tuer son ex-compagnon, avec lequel elle subissait des violences sexuelles régulières après leur séparation. Et en fait, au moment du procès, elle n'a pas énoncé la série de viols qu'elle avait subis par son compagnon parce qu'elle était de religion musulmane et que le dire, c'était un déshonneur par rapport au père qui était encore vivant. Et elle a pu énoncer ce viol, cette série de viols, une fois son père décédé, mais ça fait déjà 15 ans qu'elle est en prison, et du coup, elle arrive à l'énoncer alors que son père est décédé, et elle n'est pas entendue évidemment par les experts pénaux parce que c'est une réalité inaudible puisqu'elle ne l'a pas dit avant. Donc typiquement dans ce type de parcours, les femmes dénoncent les absences de réponse de la part des services de l'État à l'égard de situations de violence subies dans la période antérieure au délit, et elles viennent ici interroger le cadre juridique de la légitime défense. On pourra en discuter tout à l'heure. Le troisième parcours relève de ce que j'ai donc appelé l'enfermement inéluctable, parfois même anticipé. Et dans ce parcours, l'enfermement fait partie des risques à prendre dans des carrières au sens goffmanien du terme, des carrières professionnelles liées à des activités non institutionnalisées ou illicites. Alors ici, contrairement aux deux parcours précédents, l'éventualité d'un séjour en prison est intégrée au sein des communautés familiales, amicales, voire même professionnelles. Alors, mais là aussi, on va voir la différence et la question de la division sexuelle du travail criminel. Ici, on a des personnes qui sont marquées par des délits sans motif politique, plutôt liés au trafic de stupéfiants,
ou des violences commises contre des personnes dont les mobiles sont économiques. Et si le rapport au délit est au centre des expériences précarcérales, comme carcérales, on a deux mécanismes qui sont à l'œuvre. L'une qui s'interprète comme un temps carcéral inéluctable, qui est la conséquence soit des ruptures familiales, soit des situations de grande précarité, là aussi parfois d'activités prostitutionnelles, et qui ont précédé le temps de l'emprisonnement. De l'autre, on a un type de parcours qui s'inscrit plutôt dans un procédé d'anticipation de la peine, où le passage à l'acte et la professionnalisation de la criminalité se construisent conjointement dans une préconnaissance des instances judiciaires et policières. Mais quelles que soient, je dirais, les spécificités des trajectoires dans ce type de parcours, il y a un point central sur lequel ces prisonnières condamnées pour criminalisation par trafic de stupéfiants, etc., diffèrent de manière significative des carrières des hommes pour les mêmes motifs, c'est la place donnée aux femmes dans la division sexuelle du travail criminel. Pourquoi ? Parce que la majorité des femmes que j'ai rencontrées en prison dans ce type de trajectoire, premièrement, elles occupent des fonctions moins lucratives, en particulier la revente, et elles sont plus exposées, tout particulièrement, aux arrestations et au harcèlement sexuel par la clientèle. Deuxièmement, c'est aussi dans ce type de trajectoire que l'on rencontre beaucoup plus de femmes étrangères. Alors, il faut savoir qu'en prison, en France, 24% de la population pénale constitue des populations étrangères, dans lesquelles il y a des femmes. Et donc, les étrangères assurent massivement le transport, souvent international, des marchandises, et elles sont désignées par ce terme en prison de mule, et c'est une fonction indispensable au trafic qui leur fait prendre le risque d'être emprisonnées loin de leurs proches. Et bien souvent, le recours aux femmes de ce type, de pratique est justifié par le fait qu'elles sont censées moins attirer l'attention et que leur anatomie permet plus facilement de dissimuler les produits. Mais là aussi, on a une situation particulière, c'est-à-dire que si elles le font, bien souvent, c'est pour subvenir aux besoins de leurs proches et de leurs enfants, ce qui n'est pas forcément le cas des carrières masculines. Et elles n'occupent pas aussi une position de distinction positive. Par exemple, j'en ai rencontré certaines, mais dont une il y a beaucoup de femmes brésiliennes, mais dont une que j'ai appelée Maria. Alors là aussi, les prénoms évidemment ont été anonymisés, et dans la plupart du temps, quand c'était possible, ce sont les détenues elles-mêmes qui ont choisi leur prénom dans l'ouvrage. Maria, elle a été emprisonnée. Quand je la rencontre, elle est incarcérée depuis 1 an, elle a 23 ans, elle a 4 enfants, et elle n'a pas déclaré à sa famille qui vit au Brésil qu'elle était emprisonnée en France. Et donc, elle leur téléphonait quand elle pouvait de la coursive en disant que tout allait bien pour elle. Voilà. En plus, il y a une dissimulation de l'incarcération pour ne pas inquiéter la famille. Et toutes, évidemment, étaient conscientes des risques d'incarcération en transportant des produits stupéfiants, mais elles se sont résignées à occuper cette fonction pour justement subvenir à la vie économique de la famille. Et en ce qui concerne, par exemple, Maria, elle vivait dans les quartiers pauvres de Rio de Janeiro, et c'était le moyen pour tenir la vie économique. Donc, dans ce type de parcours, on a souvent des femmes qui ont le rôle de partenaires de réseau. Très fréquemment, elles sont compagnes d'un des membres de l'organisation. Tout à l'heure, j'ai fait référence à Goffman, à la notion de carrière, et ça prend ici tout son sens pour décrire ce type de trajectoire, parce qu'ici, contrairement aux trajectoires des hommes, on n'est pas dans une trajectoire de réussite ou d'échec qui vont façonner la trajectoire professionnelle des femmes détenues. Mais ici, la notion de carrière, elle permet plutôt de comprendre les cycles de modification qui vont structurer leur pratique et leur représentation de leur trajectoire pénale. Ce qui est sûr, c'est que pour ces femmes, le passage en prison ne constitue pas un marqueur de distinction positive dans la carrière, et elle ne perturbe pas toujours en prison, mais pas toujours. Alors ici, dans ce type de trajectoire, il y a une solidarité plus proche quand même de l'environnement, sauf pour les étrangères, évidemment.
Euh, autre élément, c'est que dans ce type de trajectoire, elles sont aussi structurées par un continuum de violences, non seulement des violences intrafamiliales, des violences masculines, mais également, et ça rejoint les 3 précédentes trajectoires, des violences liées à l'assignation permanente et socialement valorisée des femmes au rôle de pourvoyeuses de services aux proches. Et dans ce troisième parcours, le moment carcéral est parfois envisagé comme la moins mauvaise solution parce qu'il permet de suspendre pendant un temps le sentiment de déchéance, notamment pour les fortes consommatrices de stupéfiants, et de perdition de soi. Alors, on peut aussi l'analyser comme une forme de rationalisation du sens donné à la peine. Alors, l'autre parcours, je le disais tout à l'heure, concerne les prisonnières autodéfinies politiques. Dans ce parcours, alors c'est des parcours un peu atypiques en raison même de ce qui a conduit ces femmes à l'incarcération. Donc, vous l'avez compris, ce sont des femmes qui étaient engagées dans des organisations illégitimes politiques basques et qui, leur engagement est marqué à la fois par une conscience très forte de l'oppression en tant que femme, mais aussi de l'instauration d'un cadre réflexif quant aux conduites à tenir collectivement et individuellement face au régime disciplinaire. Donc, elles sont structurées par un anticapitalisme très fort et évidemment une critique très forte de toutes les formes répressives et disciplinaires, qui va avoir évidemment un effet pendant leur parcours pénal. Alors, je disais en introduction, leur parcours n'est pas structuré par le continuum de violence de genre. Pour autant, évidemment, la société basque est elle-même structurée dans une division sexuelle du travail, et on pourra en discuter tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que dans leur parcours de peine, d'abord, premièrement, évidemment, elles requalifient constamment la désignation par laquelle elles sont condamnées, c'est-à-dire elles sont condamnées pour délit de terrorisme, bien souvent, et association de malfaiteurs. Alors, vous savez que la notion d'association de malfaiteurs, c'est une catégorie de délit qui est née à la fin du 19e siècle pour condamner les mouvements, les militants anarchistes. Et c'est une catégorie qui a été retirée du pénal, remis, etc. Et qui, en fait, depuis 1981, où on a annulé le statut d'opposant politique, et donc de prisonniers politiques, vient sanctionner aussi des trajectoires liées à l'illégalisme et à la violence politique. Donc, leur parcours de peine est contextualisé, évidemment, à partir de leur posture politique, parce que, d'abord, elle est mise en avant dans la totalité des récits, mais aussi, cette posture politique, elle va constituer une forme de résistance pendant tout le temps de leur peine. Bon, d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que je coordonne aussi un séminaire avec Valérie Icard qui s'appelle Genre et monde carcéral, et la prochaine séance, c'est sur les mouvements de contestation en prison, et dans la séance, il y a l'intervention d'une ancienne prisonnière politique basque qui est sortie il y a 1 an et qui va raconter comment, à partir de sa posture féministe, eh bien, elle a tenu en prison aussi. Donc, voilà, on ne peut pas concevoir l'analyse de leur trajectoire sans cet adjointement politique qui, évidemment, est au fondement non seulement de leur résistance, mais aussi au fondement des actions collectives qu'elles vont mener en prison, ce qui n'est pas le cas pour les autres prisonnières. Et évidemment que leurs actions collectives vont avoir des incidences aussi sur ensuite, généralement, le refus de conditionnalité de peine. Bien évidemment, généralement, elles finissent leur peine jusqu'au bout. Alors, premièrement, dans ces parcours, l'accent est mis dans tous les entretiens sur la nécessité de tenir en prison. Et tenir en prison passe par le fait, par exemple, de ne pas collaborer avec l'administration pénitentiaire, mais aussi par le statut revendiqué de prisonnière politique, appuyé sur la théorisation féministe et anticapitaliste, qui vont leur permettre de mettre en pratique des dynamiques de distanciation avec l'administration pénitentiaire, particulièrement dans le rapport à la délation. Et deuxièmement, contrairement aux autres parcours, ici, la dialectique auteur-victime ne s'inscrit pas directement dans le rapport aux violences de genre, mais donc c'est bien la qualification pénale de la peine terroriste qui est remise en cause et par voie de conséquence, le rapport à l'univers judiciaire
et carcérale. Donc, vous l'aurez compris, et je vais peut-être conclure là-dessus pour laisser le temps à la discussion, cet ouvrage n'est pas un ouvrage voilà, qui j'espère pas en tout cas, qui soit, enfin, c'est pas un ouvrage, c'est pas un outil pour imaginer de nouvelles prisons, hein, ni pour au fond améliorer les conditions de vie des détenus, mais c'est l'idée d'avoir aussi à partir de l'analyse de tous ces récits, je dirais un outil supplémentaire d'analyser de manière structurelle, hein, le rapport non seulement à la question du continuum des violences de genre, mais aussi aux formes disciplinaires qui façonnent, je dirais, l'ensemble des femmes à l'intérieur de l'organisation sociale de l'hétérosocialité. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Mais, Sama, on ne t'entend pas? Merci beaucoup, Natacha, pour cette présentation. Pour commencer, je souhaiterais te poser une question sur le genre et les prisons. Tu as déclaré dans ton ouvrage que le jugement normatif au sein du monde carcéral est soumis à un ensemble de représentations culturelles, lesquelles altèrent la vie commune carcérale. Comment l'intériorisation des hégémonies sociales représente-t-elle, selon toi, un frein qui empêche la construction de liens sociaux entre les femmes détenues? Comment, par exemple, la domination sexuelle et la question du genre continuent-elles à s'exercer dans un monde carcéral uniquement féminin? Et pourquoi la question du genre te semble-t-elle un axe principal dans la fabrication des violences dans le monde carcéral? Et la lutte de classe dans tout cela, où se situe-t-elle? Alors, d'abord, premièrement… Ma question, quoi? ma question multiple te fait rire. C'est déjà sur la lutte des classes. Oui, c'est ça. Bon, alors, évidemment, tout le monde l'aura compris, mon analyse, effectivement, elle est centrée sur ce continuum de violence de genre, mais j'y articule, évidemment, la question des rapports sociaux de classe, puisqu'elle est au centre de l'analyse, puisque j'ai privilégié une analyse plutôt liée à la consubstantialité des rapports sociaux, et je n'ai pas forcément mobilisé la notion d'intersectionnalité, parce que justement, j'inclus la question de la division sexuelle du travail dans je dirais, la formation disciplinaire, hein, des corps qui sont à la fois, je dirais, genrés, mais aussi, je dirais, surdéterminés par des rapports de classe et racisés aussi, on pourra peut-être en discuter. Mais quand même, pour répondre à ta question sur… alors, il y a un élément majeur qui m'a frappé, évidemment, dès mes premiers pas dans cette enquête en prison, c'est l'ensemble de jugements dépréciatifs sur les femmes elles-mêmes, mais aussi jugement dépréciatif qui est diffus dans toute la détention. Par exemple, quand je suis arrivée, on m'a dit « Oh là là, vous allez travailler sur les femmes, méfiez-vous des femmes, elles sont toutes menteuses, elles sont toutes… voilà. » Mais même les femmes elles-mêmes ont cette vision d'elles-mêmes. Donc, elles ont cette vision d'elles-mêmes et donc sur les autres femmes. Et ce qui fait que j'ai raccroché ça à l'appareillage théorique de Daniel Kergoat sur la notion de syllogisme de sujet sexué féminin, qui consiste à dire toutes les femmes sont jalouses. Elle avait travaillé ça sur le monde des ouvrières, mais toutes les femmes sont jalouses. Moi, je ne suis pas jalouse, donc je ne suis pas une femme. Donc, en fait, cette idée ne permet pas d'avoir une reconnaissance et une identification positive à l'égard du groupe femme, ce qui constitue évidemment un élément de tension en centre de détention, puisque toutes les femmes et toute, je dirais, altérité est perçue comme menaçante à l'intérieur du groupe femme. Sauf, évidemment, chez les politiques qui ont une formation et une conscience féministe et qui, du coup, vont avoir des pratiques de solidarité entre femmes. Alors, ça ne veut pas dire non plus, il ne faut pas non plus trop idéaliser, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des tensions à l'égard de toute différenciation. Bon, il y a des jugements moraux aussi, bien sûr. Personne n'échappe totalement, malheureusement, aux jugements moraux. Mais en tout cas, ce syllogisme qui fonctionne, mais qui fonctionne aussi à l'extérieur de la prison, est très concentré dans cet univers,
parce qu'il est diffus de manière permanente. Et du coup, non seulement il est un empêchement pour penser des régimes de solidarité, alors il va y avoir des formes de solidarité liées plutôt au statut de mère, liées à la recréation de liens voilà, fictif évidemment, mais femmes, enfants, voilà, des prises en charge avec des écarts générationnels. Mais ça va reposer plutôt sur des logiques très traditionnalistes et liées à des configurations familiales, plutôt que effectivement une conscience d'un nous femme qui pourrait participer d'une mise en œuvre collective. Alors par contre, alors, si le nous femme n'est pas prédominant, bien au contraire, alors du coup, d'abord, il s'oppose évidemment à un récit mythique, mythifié et complètement reproduit tout le temps qui serait de dire « Ah, mais chez les hommes, ça se passe pas pareil. Chez les hommes, les mecs, ils sont francs. Une fois, ils se tapent dessus, mais après, tout va mieux. Versus chez les femmes, c'est sournois. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée-là. Le seul nous collectif qui fonctionne, c'est le nous détenu. Le nous femme détenue. C'est-à-dire que, et ça c'était très fort pendant l'enquête, et notamment à la fin, quand j'ai demandé aux unes et aux autres ce qu'avait produit l'enquête pour elles, etc., c'était l'idée qu'enfin on parlait des femmes détenues, du nous femme détenue. Donc c'est le nous femme relié à l'organisation de la détention. Mais ce n'est pas le nous femme seul, parce qu'il est pris au cœur justement de ces rapports sociaux de genre, et donc par l'écran de la domination masculine aussi. Ai-je bien répondu à ta question? Oui, parfait. Je reviens parce que tu as évoqué le contexte scientifique au début de ta présentation et je souhaiterais reviendrai là-dessus. Tu cites les travaux de Michel Foucault dans les années 70 sur les régimes disciplinaires et carcéraux. Mais tu fais dans le même temps une appréciation critique dans ton ouvrage sur l'ensemble des travaux de Foucault. Quels sont, selon toi, comment dire, quels sont les mérites, selon toi, et les limites de l'approche foucaldienne? Depuis les années 70, comment la recherche a-t-elle progressé sur ces questions? Et tes enquêtes de terrain ne portent pas sur le monde carcéral masculin, mais tu t'es référé aux études qui ont été menées par d'autres chercheurs. Comment te positionnes-tu face à cette production scientifique depuis les années 70? Depuis les années 70. Alors, déjà, je vais me positionner par rapport aux études, ensuite à Foucault. Alors, depuis les années... Donc, en gros, effectivement, c'est par, évidemment, Surveiller et punir, qui a été l'ouvrage majeur dans les années 70, que les premières études en France sur les prisons et les prisons d'hommes particulièrement ont commencé à se développer. Sur les prisons de femmes, il faut attendre les travaux, d'ailleurs, plutôt en histoire, et c'est sous l'impulsion de Michel Perrault où on a eu, à partir des années 90, les premiers travaux sur les femmes. Je pense à Claudie Lesselier, par exemple, qui a travaillé là-dessus, et à d'autres par la suite. Ensuite, il y a eu une espèce de creux de vague. Et là, depuis… Alors, ensuite, au début des années 2000, il y a une partie de la sociologie carcérale qui s'est emparée de cette question-là. Alors, je pense aux travaux de Corinne Rostin, par exemple. Et puis, voilà, recreux de vague. Et là, depuis une dizaine d'années, moi, je le vois au séminaire, là, il y a un intérêt majeur sur la question du rapport entre genre et prison, situation des femmes et prison, en histoire, en sciences politiques et en sociologie. Alors, pourquoi il y a beaucoup de jeunes de travaux, là, il y a des recherches là, qui sont en train d'émerger, qui sont d'ailleurs tout à fait passionnantes. Alors, mais pourquoi un vide quand même du côté des femmes? Alors d'abord, ça, c'est quand même pas très nouveau, c'est-à-dire le biais androcentré de la recherche, ça s'étend à tous les domaines de la recherche en sciences humaines et sociales. Ensuite, ça se justifie par les statistiques, c'est-à-dire que les femmes, en gros, sont entre 4 et 5% de la population pénale, donc l'intérêt scientifique est moindre puisque les femmes sont moins importantes. Je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est que autant la violence masculine, il y a quelque chose… alors, c'est ambivalent. C'est-à-dire que du côté de la violence des femmes, il y a quelque chose de fascinant. Il y a l'idée d'une étrangeté totale, une exceptionnalité du genre.
Du côté des hommes, le rapport à la violence fait plus partie d'une continuité de la norme de genre, mais voilà, elle a soulevé un certain nombre de questionnements dans le rapport au régime disciplinaire. Euh, et effectivement, tu parles de ma critique sur Foucault. Là où je me suis beaucoup inspirée de Foucault, c'est dans le rapport, et c'est comme ça aussi que je conclus le livre d'ailleurs. Pour Foucault, la question du régime disciplinaire, de l'emprisonnement, ne relève pas de la seule institution judiciaire, mais au fond, pour Foucault, la prison, et avec toutes ses déterminations dans le lien entre justice et réseau général des disciplines et des surveillances, permet de comprendre, pour référer à ce que disait tout à l'heure Elsa d'ailleurs, mais comment le régime de panoptique est étendu à toute la société. Et en cela, moi, je me sens très proche de cette posture théorique. Et d'ailleurs, je conclus le livre en rappelant que pour moi, la prison n'est pas du tout une loupe de la société, mais au contraire, le monde carcéral, et là tout à fait dans cette tradition foucaldienne, permet de comprendre dans quel type de société nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une continuité entre la carcéralisation, la norme disciplinaire et son étendue sociale. D'ailleurs, on pourrait l'étendre aujourd'hui à la question du panoptique numérique. Enfin, voilà, on peut se poser tout un tas de questions là-dessus. On en parlait l'autre jour, Sama, mais c'est vrai que je réfère aussi beaucoup aux travaux de Vanessa Kodachoni, que j'aime beaucoup, et elle fait bouger ce concept de panoptique en parlant je crois, de 6 panoptiques, mais ça, il faut que je le vérifie quand même, justement, où elle montre que dans le contexte actuel de surveillance politique, ce panoptique, il s'étend dans des modes de surveillance de contrôle des populations dans l'espace public, mais en ciblant certaines populations. Voilà, donc en cela, je me sens proche évidemment de cet appareillage théorique. L'autre où je me sens proche, c'est évidemment dans l'analyse des résistances, d'où le fait que je fais des différences entre relations sociales de genre et rapports sociaux de genre, c'est d'analyser tous les interstices possibles des formes de résistance. D'où le fait que dans le titre, j'ai mis résistance au pluriel, parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir les micro-résistances. Mais par ailleurs, et c'est là où je suis critique, c'est que je suis aussi matérialiste. Et donc, moi, je pense que quand même, les micro-résistances sont importantes à observer, parce que ce qui veut dire aussi qu'au fond, quand même, toute la docilité des régimes politiques ne peuvent pas complètement assujettir toutes les populations, mais il me semble qu'il ne peut pas y avoir un changement social effectif sans je dirais, une résistance collective. Et là vient se loger la question du rapport social et donc d'une approche plus matérialiste, et c'est là où je me sépare d'une approche foucaldienne. Ça, c'est une chose. Deuxième, c'est vrai que dans Surveiller et punir, qui est vraiment, enfin voilà, la problématique théorique et politique, elle a toute son actualité, mais là aussi, il y a un point aveugle d'une forme d'androcentrisme de la recherche. On ne peut pas dire que Foucault ait introduit un appareillage de genre dans son analyse du modèle répressif. Voilà où je suis sans doute mesurée. Merci Natacha. Après Foucault, je vais passer à Max Weber parce que tu as évoqué Max Weber dont en fait le passage de ton ouvrage sur l'institution carcérale. Et donc, tu te réfères également aux travaux de Weber pour décrire l'organisation bureaucratique à l'intérieur de la prison comme une rationalisation légale de la domination dans le monde carcéral. Mais tu soulignes également les limites de l'analyse weberienne de la bureaucratie dans la mesure où, certes, elle permet d'identifier la gestion administrative selon des règles abstraites et impersonnelles, mais tu lui reproches de ne pas avoir pris en compte le caractère arbitraire et personnalisé des ordres pénitentiaires. Pourrais-tu développer davantage cet aspect? Et en quoi, selon toi, la définition weberienne de la bureaucratie exclut-elle la dimension arbitraire et personnalisée de la gestion administrative carcérale? D'ailleurs, tu te réfères au témoignage des femmes détenues pour décrire cette organisation bureaucratique de la prison, ainsi qu'à la parole du personnel et du surveillante.
en quoi cette mise en parallèle de deux types de paroles, celle des femmes détenues et celle donc du personnel carcéral, est importante à tes yeux? Alors, euh, bon, d'abord, évidemment, Marc, il faut quand même situer un peu les choses, mais quand Weber a formulé cette notion de bureaucratie comme forme d'organisation générale pour penser le travail, avec une prépondérance aux règles, aux procédures, comme presque un modèle utopique de l'organisation du travail, c'est dans quand même, c'est au début du XXe siècle, et c'est pour faire face aussi à la montée du capitalisme industriel. Il n'a pas évidemment proposé dans son modèle théorique le rapport à la prison. Voilà, mais voilà, dans ce modèle-là, il y a l'idée effectivement que ce modèle d'organisation limiterait les relations arbitraires, limiterait aussi le fait de construire des règles et des procédures avec des normes établies dans un objectif commun, avec des principes des principes communs en tout cas, éviterait tout abus de pouvoir et tout, je dirais, tout élément de subjectivité et des phénomènes même de corruption dans le rapport au monde du travail. Voilà, donc et du coup aussi dans l'idée que dans la forme bureaucratique, les intérêts privés s'effaceraient par justement cette forme rationnelle légale. Bon, et c'est vrai que j'ai utilisé ce modèle-là pour le confronter au monde carcéral qui se présente en fait, formellement, il se présente comme un modèle weberien du travail avec une organisation formelle et des règles pour tout le monde. Sauf que plus on rentre en détention, et ça c'est l'ethnographie de longue durée qui le permet, c'est que d'abord, on s'aperçoit qu'au-delà des règles formelles, il y a des usages évidemment informels et que d'ailleurs, toute institution ne peut pas marcher sans règles informelles. Et les règles informelles, elles vont avoir quand même une incidence dans la vie du quotidien. Alors, je vais au moins citer deux exemples qui vont permettre d'en rendre compte. Le premier, et même moi en tant que chercheur sur le terrain, je ne savais jamais quand j'arrivais à quelles règles j'allais être soumise. C'est-à-dire qu'il y a une instabilité des règles permanentes malgré une façade de règles qui seraient les mêmes pour tout le monde. Alors un jour, il y a quelque chose qui est autorisé, le lendemain pas. Enfin, on a la sensation qu'il faut montrer tout le temps patte blanche. Et en fait, ça crée une instabilité permanente et une relation assez anxiogène. Et évidemment, on n'évite pas non plus la subjectivité des personnels en présence. Bon. Autre élément à comprendre, c'est que le lieu de la prison où j'ai mené l'enquête est un centre pénitentiaire qui est un peu une plaque tournante des personnels, puisque, en tout cas pour les cadres déjà, mais ça c'est pour tous les cadres, il y a l'idée que justement, pour ne pas créer de personnalisation de liens, ils doivent bouger tous les 4 ans. Donc, en fait, selon qui va être en place, il y a aussi des règles qui vont bouger ou pas, des autorisations qui vont bouger ou pas. Voilà. Par exemple, à un moment donné, les parfums étaient… non, oui, il y a eu l'histoire des parfums, mais il y a des choses qui sont autorisées et puis après, ça n'est plus autorisé. Voilà. Par exemple, quand j'ai mené mon terrain, les femmes au parloir pouvaient préparer des plats qu'elles amenaient au moment du parloir, ce qui était très important pour elles pour partager quelque chose avec les personnes qui venaient les voir. Et puis, maintenant, c'est plus autorisé parce que la cadre qui est là ne l'autorise plus. Donc voilà, on est dans… Le deuxième élément, c'est comme toute formation bureaucratique, en fait, ce qui fait marcher la prison, et ça, il y a d'autres sociologues qui l'ont montré sur d'autres régimes disciplinaires, c'est la délation. Et la délation, elle construit, je dirais, les relations entre les détenus et entre le personnel de surveillance, si bien que, d'ailleurs, les femmes des 3 premiers parcours participent de cette délation et ça fait partie des règles informelles aussi et qui vont construire les relations et voilà, l'accord ou pas de certaines choses, des relations qui vont faciliter ou pas l'obtention de telle, je sais pas moi, par exemple, obtenir qu'on peut rester plus longtemps en cellule avec une autre détenue. Enfin, c'est des choses qui paraissent mineures quand on n'y est pas, mais dans le quotidien, ça va avoir une incidence énorme. Et qu'évidemment, la délation participe aussi je dirais, de cette menace permanente dont on parlait tout à l'heure à l'intérieur du groupe femmes.
et elle fonctionne tout en ayant un discours officiel qui est de dire que d'abord, il y a une séparation totale entre détenus et surveillantes, et le discours officiel du côté des détenus qui est de dire, en gros, personne n'est une balance. Mais en fait, à l'intérieur de cette organisation bureaucratique, non seulement il y a une instabilité des règles qui vont bouger en fonction des subjectivités en présence, et cette organisation qui fonctionne avec des systèmes de délation qui vont faire bouger aussi, je dirais, les espaces de régulation dans la vie du quotidien. Merci Natacha. J'ai une dernière question à toi avant de laisser la parole au public présent. Tu as consacré, comme tu l'as évoqué également dans ta présentation, tu as consacré un chapitre aux femmes détenues au régime carcéral pénal, dans lequel tu analyses le processus de mise en récit de l'expérience carcérale vécue par ces femmes dans le cadre du dispositif du parcours d'exécution de peine. Et un autre chapitre aux militantes basques qui s'autodéfinissent comme détenues politiques. Quelles sont les spécificités de chacune de ces deux populations incarcérées et pourquoi cela t'a semblé important de leur consacrer deux chapitres ou ces deux chapitres ou deux chapitres plutôt autonomes. Tu soulignes les croisements entre ces deux populations carcérales qui favorisent des liens de solidarité, entre autres. Pourquoi as-tu donc analysé le récit dans deux chapitres autonomes? Quel est le degré de la conscience féministe que tu as pu observer chez deux populations incarcérées, la population du droit donc commun et la population où les militantes basques qui s'autodéfinissent comme militantes ou comme prisonnières plutôt politiques? Ce serait ma première question à toi, Natacha. D'accord. Alors, la distinction entre les deux, elle est… Bon, d'abord, je le disais tout à l'heure, mais ce qui les distingue fortement, c'est que entre les autodéfinis politiques et les autres, la centralité, la dualité auteur-victime ne se place pas du tout au même endroit, à la fois sur le plan subjectif et à la fois sur le plan, évidemment, du rapport à la qualification pénale. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour les parcours qu'on va qualifier de droit commun, toutes, on l'a vu, sont structurés par ce continuum de violence à différents niveaux. Pour les Basques, ce n'est pas ce continuum qui est majeur, et donc le rapport aussi à la réponse pénale et la qualification pénale n'est pas constitutif de cette dualité auteur-victime. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, alors jusqu'en 2018, parce qu'avant 2018, en fait, c'est le TA, on parle de groupe Organisation Autonome Basque TA, était une organisation collective qui, du coup, avait une réponse collective à la peine. C'est-à-dire que la stratégie, ce n'était pas une réponse individuelle, ni pendant les procès d'ailleurs, ni tout au long de la peine. Alors que depuis 2018, l'organisation est dissoute, donc là, on est plus dans des stratégies individuelles. Mais au moment où j'ai mené l'enquête de terrain, on était encore sur cette séparation, sur le rapport à la réponse pénale. Et donc là, l'idée, c'était qu'elle refusait, par exemple, toute expertise psychologique, elle refusait tout discours individualisant, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour les détenus dits de droit commun. Troisièmement, là, je viens de parler, grâce à toi, de Weber et de la bureaucratie, de la délation. Ces femmes-là, évidemment, les autodéfinies politiques, quand je disais elles font preuve de distanciation avec l'administration pénitentiaire, l'élément de distanciation, c'est par exemple ne pas participer de la délation. Parce qu'il y a l'idée, justement, de ne pas participer à l'organisation de répression, ce qui n'est pas du tout le même cas. Bon. Et enfin, c'est que la prise de position, la conscience féministe, alors là aussi, vous le verrez dans le livre, ce n'est pas homogène, il y a des trajectoires différentes selon les âges, selon les moments d'entrée en militantisme. Voilà, il y a des distinctions et toutes les détenues, les prisonnières basques ne se définissent pas féministes. Mais quand même, il y a une conscience très, très forte du collectif.
Et pour celles qui se revendiquent du féminisme, un féminisme anticapitaliste, il y a toujours, enfin moi, même pendant mon terrain de recherche, plein de fois, il y a des difficultés auxquelles je me suis confrontée et je suis allée chercher secours auprès de certaines, voilà, qui m'ont permis de répondre collectivement. Il y a des choses qu'elles ont mis en œuvre collectivement, par exemple dans le centre de détention où j'ai mené l'enquête, ou par exemple sur des durées de parloir où elles ont pu obtenir des durées de parloir, elles l'ont fait au nom du collectif femmes. C'est-à-dire que elles font des blocages, elles font toute une série de mises en œuvre qui font que aussi les conditions de vie s'améliorent en détention. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour celles de droit commun. Alors, je ne veux pas les opposer en disant mais évidemment qu'il y a une différence entre, je dirais, maîtriser une conscience politique et donc mettre en œuvre des actions, que justement le rapport aux micro-résistances dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas forcément structurées à l'intérieur d'une conscience politique. Et typiquement, dans les autres parcours où le rapport dans le continuum de genre est très, très fort, et bien souvent, elles n'ont pas d'analyse féministe de la domination masculine, ce qui fait qu'elles pensent que c'est elles qui sont un problème, c'est elles qui sont prises dans une culpabilité, c'est elles qui ont un problème avec les hommes. Voilà. Donc, on n'est pas non plus sur les mêmes positionnements subjectifs, à la fois à l'intérieur de l'administration pénitentiaire, de la vie carcérale et pour soi-même. Et donc, dans les manières de tenir aussi. Merci beaucoup, Natacha. Merci pour tes réponses qui enrichissent davantage ta présentation. Pour celles et ceux qui veulent poser des questions à Natacha ou échanger avec elle ou éventuellement ajouter d'autres remarques, la parole est à vous. La parole est à vous. Elsa. On ne t'entend pas. Elsa, tu mets ton micro si tu veux parler. Je vais couper le mien par ailleurs. Donc, je pense que j'ai plusieurs questions à poser, mais je vais commencer tout doucement. Ah, merci. Et je voudrais justement rebondir sur les rapports des groupes de femmes à l'intérieur de la prison. Donc, ce que je comprends pour les prisonnières autodéfinies comme prisonnières politiques, en fait, cette conscience du collectif mène à une série de revendications collectives. Absolument. Et donc, j'aimerais bien savoir quelle est l'adhésion ou pas, en fait, des autres femmes à l'égard de ces revendications collectives, si elles participent ou pas, lesquelles et autour de quoi, et puis quelles sont les perceptions des autres femmes détenues à l'égard de celles qui s'autodéfinissent comme de politiques. D'accord. Je te réponds tout de suite? Comme vous voulez. Je mets un verre d'eau d'abord. D'accord. J'attends que tu prennes ton verre d'eau et je réponds. Si d'autres veulent poser une question à Natacha en attendant le retour d'Elsa, allez-y, je vous en prie. Je suis là, moi. Elle est rapide. Dans un espace assez restreint. Hein? Comment, tu n'es pas dans ton château? Non, je ne suis pas dans mon château. Alors, non, mais je vais répondre à ta question tout de suite. Alors, c'est un rapport ambivalent. À la fois, il y a un grand respect, une fascination des autres femmes, parce que justement, elles sont perçues comme distinctes des autres. Déjà, elles ne rentrent pas dans les conflits interpersonnels. Voilà. Alors, elles sont assez mal perçues du corps des surveillantes parce que les surveillantes ont la sensation qu'elles ont un régime privilégié, qu'elles vivent entre elles. En plus, il y a la langue, parce qu'elles parlent la langue basque entre elles aussi. Alors, dans l'aspect négatif, je dirais que pour les autres détenus, à la fois, il y a une espèce d'autorité respectée, mais à la fois, elles sont perçues comme des terreaux pour terroristes. Donc, très vite, quand même, le stigmate de terreau va arriver. Et en plus, pour d'autres détenus aussi,
elles sont perçues comme ayant un régime différencié des peines qui irait en leur faveur. Alors que ça n'est pas le cas. En fait, elles sont… Alors maintenant, le statut a été levé depuis 1 an, mais jusqu'alors, elles étaient dans un statut dit DPS, détenus particulièrement surveillés, qui relève d'un régime central. Mais comme chez les femmes, il n'y a pas de centrale, tous les régimes de peine sont mélangés, d'où la confusion, en fait. Alors, à la fois, et évidemment, elles adhèrent aussi, on pourrait dire, parce que les changements collectifs à l'œuvre en détention sont le fruit de leur action collective quand il y en a. Donc, à la fois, si tu veux, il y a à la fois rejet et adhésion. Rejet et respectabilité, en fait. Je ne dirais pas adhésion, rejet et respectabilité. Voilà. Qui fonctionnent dans cette double dualité, tu vois, dans cette double tension, on pourrait dire. Est-ce que ça va? Est-ce que ça t'éclaircit? Oui, 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 suffisamment. Philippe. Ah. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi, d'abord, c'est tout à fait extraordinaire le nombre de faits cités et puis tous ces niveaux de réflexion théorique. Bravo. Moi, une toute petite question. J'ai entendu mentionner Virginia Woolf. Pourriez-vous nous rappeler à quelle occasion et qu'est-ce qu'elle a fait, cette belle Virginia? À quelle occasion de quoi? Dans votre exposé. Oui, 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 je sais. Virginia Woolf. Oui. Le lien m'a échappé. Pourriez-vous… Ah, le lien, d'accord. Ah, ben parce que pour Virginia Woolf, alors elle, c'était plus le lien avec l'écriture, évidemment, où elle considère, donc on est au début du XXe siècle, et elle considère que l'émancipation, je le dis avec des mots sans doute très anachroniques, hein, mais je veux le dire avec les mots d'aujourd'hui, mais que l'émancipation des femmes, elle passe, entre autres, par un espace à soi, et un espace à soi aussi d'écriture. Qui permet justement de se constituer en tant que sujet. Alors, je dirais pas, peut-être pas chez elle sujet politique, mais en tout cas sujet agissant et sujet permettant de s'échapper des modes d'appropriation collective. Alors, je le dis avec mes mots, mais voilà. Et donc, pour Virginia Woolf, le rapport à l'écriture constitue, je dirais, justement ce lieu à soi comme forme de réappropriation de soi-même en tant que femme. Merci. En te lisant dès les premières pages, tu m'as fait penser à Virginia Woolf. Et en arrivant aux dernières pages de ton ouvrage, j'ai aperçu que toi-même, tu l'as cité et j'étais contente de ne pas… je me suis dit, mon intuition, finalement, n'était pas tout à fait fausse. Mais non, nous avons quelques intuitions communes. J'ai l'impression également. J'ai l'impression. En tout cas, des savoirs communs, parce que l'intuition, tu sais, c'est le non-savoir pour les femmes. Donc, c'est plutôt des savoirs communs. Et après, on discutera de l'intuition. Ça dépend ce qu'on veut dire par intuition également. L'intuition ne précède pas le savoir, mais généralement, elle vient après le savoir. C'est vrai. Et ça peut même être une posture méthodologique. Absolument, tout à fait. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent échanger? On ne t'entend pas, Sama, on ne t'entend plus. Non, juste, j'ai dit, s'il y a d'autres personnes qui veulent interagir ou échanger avec Natacha, vous avez la parole, évidemment. Tout le monde est mutique maintenant. Oui. Ce que j'ai surtout constaté, c'est qu'il y a, je pense, la plupart est sur les terrasses en train de déguster sa bière. Et oui, c'est ça. Mais oui, mais bien sûr. Et oui, il faisait beau aujourd'hui, donc le couvre-feu, c'est encore… Mais c'est vrai, c'est ça. Et oui. Un ami hier m'a appelé, il m'a dit, mais il y avait, en fait… il y a eu une conférence internationale avec des intervenants des États-Unis, de partout. Trois membres du public. Et il m'a dit, mais on était complètement, on ne savait pas, en fait, des mois d'organisation avec
outre-mer pour la conférence, ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit, c'est peut-être la terrasse, la prestation. Mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est ça. Je suis sûre que c'est ça, absolument. Et, Bientôt aussi, on va se retrouver autour d'une bière, ça sera bien. oui, 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 oui. Est-ce que je peux continuer mes questions? D'accord. Vas-y. Et donc voilà, oui, c'était un oubli de ma part tout à l'heure, hein, mais nous avons tellement parlé. Donc, Natacha, effectivement, c'est un travail extraordinaire et ton intervention, elle était très explicite. Elle a combiné les données du terrain avec des conceptualisations remarquables, hein. Et j'ai beaucoup apprécié que tu mobilises aussi Weber, mais ça, c'est ma troisième question. Ça, c'est le dialogue avec les philosophes, les vrais. Alors, Donc, oui, la troisième question, en fait, elle concerne l'essor, le destin de l'institution pénitentiaire à l'ère du néolibéralisme. Mais avant d'arriver là, le partenariat entre public et privé que tu as évoqué. Donc, avant d'arriver là, c'est la phrase qui m'a particulièrement interpellée dans le sens positif, c'est ce que le bâti fait au corps. oui. Et donc, est-ce que tu pourrais développer un peu plus ce que tu as pu constater par rapport à ces effets du bâti? Donc, ça fait longtemps qu'on parle de la spatialisation des rapports sociaux et que commence à se pencher sur des questions de l'espace et comment elle détermine d'une certaine manière les rapports sociaux, y compris les rapports sociaux de domination. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la spécificité de ce bâti carcéral et comment il agit sur le corps? Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint tes questionnements, Elsa, sur les espaces sociaux. Bon. Et ça m'a, enfin bon, je me permets, puisqu'on n'est pas trop nombreux et nombreuses, mais voilà, c'est une partie aussi que ça m'a beaucoup relevé, avec beaucoup de pertinence pour l'entretien dans le contretemps. Mais voilà, en fait, ce qui m'a d'abord marqué, c'est que quand je suis arrivée dans cette prison, parce qu'avant d'arriver dans cette prison, j'en ai vu d'autres. Et ce qui est très fort, c'est que c'est ce qu'on appelle les nouvelles prisons. Donc, ça fait partie des plans de programmation nouvelles prisons initiés par Nicolas Sarkozy en son temps. Voilà, donc à l'intérieur des fameux partenariats public-privé. Et les anciennes prisons, en fait, qui ont été construites au 19e siècle, par exemple, je dis pas, aucune prison n'est humaine, mais le bâti des anciennes prisons, il y a quand même une âme parce que justement, il y a une architecture différente et tu as moins la sensation d'une imposition sur ton corps. Alors que ces nouvelles prisons, d'emblée, déjà de l'extérieur, c'est très, très imposant et c'est très froid, c'est des barbelés partout. Et dès que tu rentres, en fait, et ça, c'est ça que j'ai voulu décrire aussi, et c'est vrai que j'ai mis aussi, du coup, j'ai parlé du corps, mais aussi de mon corps dans cette détention. Ce qui c'est d'abord c'est la succession des grilles, des interphones où tu ne vois quasi personne. Tu as des caméras partout, des interphones partout. Donc pour le coup là, le panoptique qui fonctionne très bien. Tu sais que tu es surveillé partout. Tu ne l'oublies pas, tu peux pas l'oublier. Alors certaines détenues en longue peine, au bout d'un moment d'ailleurs disent on l'oublie. Mais on l'oublie d'ailleurs au dépend de la personne incarcérée. Et donc, plus tu t'enfonces littéralement dans la détention, et notamment dans le centre de détention pour femmes, et plus tu as la sensation d'une lourdeur sur le corps où tu es de plus en plus séparé du monde hors prison. Donc ça, c'était une lourdeur importante. Et après, une fois rentré dans le centre de détention, pareil, il y a des chaînes. Bref, c'est pas des chaînes, mais des barreaux, des grilles, etc. Et il y a un seuil ultime de la détention qui est justement dans l'étage où il y a les cellules, où là, il n'y a plus d'interphone, il y a juste des grilles. Et pour sortir de ces grilles, il faut appeler les surveillantes. Et par exemple, typiquement, moi, je n'arrivais pas à crier surveillante, surveillante. Et des fois, je me suis retrouvée derrière ces grilles et avec la peur panique d'y être enfermée. Okay. Tu vois, et voilà. Et donc, tu as cette sensation-là. En plus, je disais au tout début, c'est une prison mixte, donc qui a été construite d'abord en pensant aux hommes,
En fait, le centre de détention femmes, au début, n'était pas prévu pour des femmes. Alors, il y a plusieurs versions. Bon, comme je ne sais pas vraiment bien pourquoi, mais j'ai entendu qu'au départ, c'était pour des mineurs. Enfin, j'ai eu plusieurs récits, donc on oublie les récits multiples. Mais en tout cas, c'est presque une enclave dans le centre de détention. Et contrairement au quartier des hommes, les quartiers des hommes, les hommes peuvent sortir des bâtiments, on appelle ça des bâtiments, et ils peuvent sortir des bâtiments. Bien sûr, il y a les caméras partout, mais ils peuvent sortir seuls et aller à l'unité de soins, aller au centre scolaire, etc. Pour les femmes, elles ne peuvent jamais sortir seules. Elles sont toujours accompagnées de surveillantes, deux minimum. Et ce qui relie le bâtiment femmes à l'ensemble des autres secteurs, par exemple les parloirs ou l'unité de soins, c'est comment dirais-je, une passerelle en béton, et ce qui fait qu'elles n'ont jamais accès au ciel. Alors que, tu vois, enfin, elles sont toujours entourées de béton, de barbelés, et ça, c'est très fort. Et quand je suis rentrée, c'est vrai que cette imposition du bâti m'a vraiment plus que frappée. Je l'ai intériorisé corporellement. Et donc, j'ai eu la nécessité de le décrire, à la fois au départ, enfin, tu vois, l'écriture, tu sais bien que l'écriture, ça permet aussi de poser à la fois ses idées, mais de mettre aussi à distance les émotions. Mais aussi je crois, pour faire rentrer le lecteur ou la lectrice dans ce bâti. Voilà. Et comment ce bâti aussi, et donc, voilà comment il intériorise ton corps et comment il construit ton corps, mais aussi il construit des univers sonores. C'est-à-dire que dans ces nouvelles architectures, l'univers sonore s'amplifie. Ça résonne tout le temps. Et donc, tout à l'heure, quand on parlait du syllogisme, du sujet sexuel féminin, mais c'est aussi que dans cet univers collectif, tu ne peux pas échapper à l'univers des autres, parce que tout résonne. Alors, les clés résonnent, évidemment, mais la musique d'une cellule à l'autre va résonner. Et ça, dans le quotidien, c'est extrêmement difficile. Et l'autre élément, ce sont les odeurs. Au début, je croyais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'odeur, mais parce que j'étais très imprégnée d'autres prisons plus anciennes où là, d'emblée, dans les vieilles prisons, tu es prise par l'odorat parce qu'il y a une odeur d'humidité souvent. Et là, j'avais la sensation qu'il n'y avait pas d'odeur. Et ça, c'est grâce à ma chère psychanalyste en séance, on a parlé, et elle me dit, mais enfin, il y a des odeurs. Et effectivement, du coup, j'y ai fait attention. Et quand j'y ai fait attention, j'ai pu sentir comment l'odeur aussi était amplifiée, parce que dans tous ces nouveaux bâtis aussi, tu vois, l'odeur s'attrape très vite et elle est lieu de conflit, notamment autour, par exemple, il y a un espace de cuisine collective où les détenus peuvent préparer à manger. Et voilà, là aussi, tu as du coup des distinctions culturelles qui vont émerger entre celles qui font de la friture et celles qui cuisent à la vapeur. Et ça va évidemment, là aussi, susciter quelques tensions, parce que du coup, les odeurs s'amplifient. Donc, le bâti, c'est à la fois le bâti tel qu'il te déshumanise, il te désubjectivise, et à la fois comment aussi tout l'environnement sonore et d'odorat va construire à la fois la corporalité avec les autres, mais ton rapport à toi-même aussi. Par exemple, la cour de promenade, c'est du béton, du béton, du béton, du béton, avec des grillages partout. Il n'y a pas un bout d'herbe. Et si bien que beaucoup de détenus préfèrent ne pas aller à la cour de promenade. Tu vois ? Maintenant, tu vas pouvoir entrer en prison. Non, mais ça me rappelle, je ne sais pas si je peux rebondir, ce qu'annonçait déjà dans l'avant-propos de Se réveiller et punir, lorsqu'il parlait des révoltes dans les prisons, des révoltes des corps. Et pour les corps, il dénonçait à la fois les vieilles prisons avec leur surpopulation et les conditions invivables pour les détenus, mais aussi l'environnement aseptisé des prisons à l'américaine, en fait. C'est ça. Attica. C'est ça. Lorsque, je pense que c'est dans les dit et écrit, lorsque Foucault entame la description d'Attica, c'est immense, en fait. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mais vraiment, c'est le même cadre, en fait, d'architecture.
On dirait que c'est fait pour éliminer les traces des sujets qui restent après avoir passé la porte de l'institution, en fait. Ben, c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a une forme, en tout cas, de dépersonnalisation, parce que, tu vois, voir des barbelés, rien que les barbelés, c'était impressionnant, ces barbelés partout. Et puis après, ben, quand tu arrives en prison, évidemment, on te dépouille de tes effets personnels. Donc aussi, ça participe de ce mouvement de désubjectivation. Je ne veux pas monopoliser. S'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole et poser des questions. Oui, je peux être... Bonjour. Bonjour. Pardon, j'ai mis du temps à me connecter, j'arrivais pas à me connecter, ça marchait pas du tout, donc je suis un peu désolé de ne pas avoir pu vous accueillir de façon un peu plus digne, mais Sama s'en est occupé avec beaucoup de pertinence et je la remercie. Je voulais poser une question sur les difficultés pratiques que vous avez rencontrées pendant votre enquête. Alors, oui, ah oui, qu'est-ce que j'ai rencontré comme Oui, difficulté? oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, bon, je dirais que la première, ça a été l'appréciation, on va dire, très divergente de la réception ou de ma présence en détention par justement l'organisation bureaucratique. C'est-à-dire qu'en prison, typique, on parlait tout à l'heure de Weber, mais il y a tout un tas de strates hiérarchiques. Et autant la directrice du centre de détention femme a très bien réagi à l'idée de cette enquête et à ma présence en continu, c'est elle qui m'a littéralement ouverte portes et grilles, alors que le directeur du centre pénitentiaire dans sa globalité était assez résistant, on va dire, et parce que pour lui, il ne voyait pas la pertinence d'une enquête sur les femmes, voilà. Donc ça n'a pas été facile. Après, ce qui n'a pas été facile, ça a été le rapport justement avec le corps des surveillants, puisque moi, au départ, je voulais interroger de manière plus importante les surveillantes, et là, il y a eu une division très nette entre les surveillantes qui se situent plutôt dans une logique missionnaire du travail et qui ont besoin de donner sens à leur travail et ne pas juste être des porte-clés ou être considérés comme des porte-clés et gratifier même leur travail. Et donc, voilà, on livrait des entretiens, on jouait le jeu. Et très vite, elles se sont fait sermonner par d'autres collègues en disant, en gros, qu'elles trahissaient le corps des professionnels. Qu'est-ce que tu vas parler à cette sociologue qui a été perçue comme plutôt pro-détenue. Et donc, pro-détenue, c'est anti-surveillante. Donc là, ça a créé quelques difficultés déjà d'avancer des entretiens avec les surveillantes. Et après, quelques difficultés, on peut le dire, justement, avec l'instabilité des règles dont je parlais, et notamment avec une des surveillantes qui ne m'a pas facilité toujours la vie en détention. Et voilà, alors là, il y a plusieurs choses. Il y a, premier élément, c'est quand même très rare d'avoir une sociologue pendant 18 mois qui circule dans tous les lieux, donc avec le sentiment peut-être d'être observée sur leur pratique professionnelle. Deuxièmement, d'être jugé. Et là, sans doute que le capital culturel joue aussi en fonction du niveau de diplôme et du regard que je pouvais avoir sur elle. Bon, voilà. Donc ça a créé des tensions, je dois le dire, et que je n'ai pas toujours d'ailleurs compris moi-même l'instabilité des règles et que je ne les ai pas toujours très appréciées non plus. Et donc, ça a créé quelques tensions, on va dire, des moments un peu difficiles. Voilà. Ça a été, je dirais que les éléments les plus difficiles, c'était dans ce quotidien-là. Et en même temps, moi, ça m'a servi d'éléments de terrain extraordinaires en même temps, parce que ça m'a permis d'analyser aussi toutes ces instabilités. Voilà, voilà, ça a été difficile. Après, l'autre élément qui a été difficile, ça a été de quitter le terrain. Parce que quand même, ça a été un terrain particulier où pendant ces 18 mois d'enquête, j'étais plongée dans cet univers et où il y a des liens d'attachement qui ont pu se créer. Et puis, on ne quitte pas un terrain comme ça. Et qu'habituellement, dans tous mes terrains de recherche, je fais des allers-retours au moment de l'écriture avec les personnes concernées avant de rendre publiques les analyses. Et là, je n'ai pas pu le faire parce que justement, il faut l'accord de l'administration, l'accord du local. Entre-temps, la personne qui dirigeait le centre de détention femme est partie. Donc voilà, ce n'est plus les mêmes négociations. Et ça n'a pas pu se faire. Et ça, c'est vrai que je le regrette très fortement. Ouais.
Est-ce que pour vous, l'idéal n'aurait pas été d'être détenu finalement? Non. Non. Non, non. Pour être sur le terrain, vous voyez ce que je veux dire, pour être dans le terrain, quoi. Non, 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 vraiment. Non, alors justement, il y a des détenus, par contre, qui m'ont, à un moment donné, bon, là aussi, elles me testaient, mais certaines m'ont dit, ah, mais tu devrais négocier pour pouvoir dormir et voir ce que c'est que vraiment être en cellule, dormir en cellule, etc. Mais je me suis quand même posé la question. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Alors ça, justement, les discussions avec les prisonnières autodéfinies politiques, ils me disaient, mais non, 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 c'est pas la peine. Bon, mais là, de toute façon, je l'ai évoqué avec la directrice du CDF de l'époque, et qui n'a pas donné son accord, mais ça m'angoissait de le faire. Hein. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être joué le jeu, mais ça m'angoissait parce que la porte qui se ferme d'une cellule, c'est quand même différent quand vous savez que vous allez en sortir, que vous y êtes provisoirement, que même y passer une nuit entière. Donc, voilà, non, je ne l'ai pas fait. Et non, très franchement, alors là, pour le coup, ça renvoie aux travaux de Durkheim sur la prison, où Durkheim dit qu'en fait, les lieux de répression ne sont pas forcément pour les personnes détenues, pour l'extérieur comme mesure aussi des autres, de contrôle des populations. Réellement, ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez fait un terrain comme ça, vous dites, non, surtout ne jamais aller en prison. Merci de m'avoir confirmé que ma question n'était pas tout à fait stupide. Non, non, elle n'est pas. Alors, peut-être il y a d'autres questions. Pardon, Sama, j'ai repris un peu la main puisque je suis là, donc je vais essayer de faire quelque chose. Peut-être y a-t-il d'autres questions. On est, quelle heure il est? Ah oui, il est 20h50. Généralement, on finit vers 21h, donc on est à peu près dans nos temps habituels. En tout cas, ce sera bien de vous rencontrer pour de vrai. Je me dis quand même, j'étais très honorée d'être invitée par la Société Louise Michel. Donc, j'espère vous rencontrer pour de vrai un jour. Bientôt. Et je vais vous dire, on espère tous se rencontrer entre nous pour de vrai un jour, oui, à nouveau. Oui, mais peut-être la saison prochaine, je pense. Oui, Marie-Agnès, mets ta caméra. Marie-Agnès, mets ta caméra. Oui, attends, je ne sais plus comment on fait. Bonjour, d'abord, merci pour tout ça. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais que les détenues femmes ne pouvaient jamais être seules, alors que les détenus hommes, est-ce que c'est dû à l'architecture ou est-ce que c'est une mesure qui est… C'est vraiment seulement dû à l'architecture? Alors, il y a deux raisons. Cette architecture ne permet pas qu'elle puisse naviguer seule. Il y a deux raisons. Alors, c'est qu'on est dans un centre de détention mixte. Ce n'est pas un centre de détention non mixte. Dans les centres alors, en France, il y a 2 centres de détention non mixtes. Enfin, il y a un centre de détention non mixte à Rennes et une maison d'arrêt non mixte femmes à Versailles. Sinon, quand les femmes sont incarcérées, elles sont toujours dans des centres de détention femmes, mais à l'intérieur d'un centre pénitentiaire mixte. Donc là, première chose, donc quand elles sont en non-mixité, la circulation est beaucoup plus facilitée, évidemment. Parce que premièrement, il n'y a pas que le bâti, il y a le bâti, mais deuxièmement, la grande raison, la crainte de l'administration pénitentiaire, c'est la rencontre entre hommes et femmes. Parce qu'il y a la crainte… Ce n'est pas les hommes qui sont empêchés d'être seuls, je veux dire, ça pourrait aussi. Et oui, mais ils sont plus nombreux. Comme par exemple. Parce que la grande crainte, c'est qu'il y ait des risques de grossesse en prison, des risques, voilà. Et donc, effectivement, du coup, le contrôle à ce niveau-là est plus fort du côté des femmes que pour les hommes. En tout cas, dans cette prison, je n'ai pas observé toutes, mais je suppose que ça peut être pareil ailleurs parce qu'elles sont toujours numériquement plus faibles. Donc, encore une fois, comme d'habitude, pour pas qu'il y ait de problème, c'est les femmes qui doivent être contraintes, quoi. C'est comme à l'image de ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la prison n'est pas plus singulière que l'extérieur. Ça, c'est vrai. Merci. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Et il semble que oui. Elsa, je pense que vous aviez encore une question, non? Vous en aviez annoncé plus que vous n'en avez posé réellement, non? En fait, oui, j'en ai beaucoup de questions, mais je vais me contenter, si on a un peu le temps, à cette question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les destins ou la fonction
de la prison à l'ère du néolibéralisme et en quoi ces partenariats entre le public et le privé modifient les pratiques et la vie des détenus en général, mais du point de vue des femmes en particulier. Alors, tu poses une question très intéressante, évidemment, qui ouvre tout un champ de… Bon, mais d'abord, il faut resituer aussi ce partenariat privé-public, parce qu'il est récent, en fin de compte. Enfin, récent. Ça fait une trentaine d'années qu'on est sur ce modèle-là, modèle qui se rapproche un peu de ce que Angela Davis a conceptualisé sous la notion de complexe carcéralo-industriel. Alors, quand Angela Davis conceptualise cette notion, c'est à la fin des années 90, et c'est d'ailleurs au moment du développement des gestions privées publiques, qui ne concernent pas d'ailleurs que les prisons, mais elle montrait très bien les liens institutionnels qui unissent à la fois les pouvoirs répressifs au secteur des industries du bâtiment, de la surveillance des énergies et donc au complexe libéral. Donc ça, premier élément, évidemment, qui a une adéquation à analyser de manière fine, ça c'est évident. Elle a développé l'idée qu'au fond, à partir de là, on a construit une industrie de la punition, notamment dans le contexte post-guerre froide, mais au moment où justement, je dirais, aux États-Unis, on était à la recherche de nouveaux marchés. Donc ça, déjà, pour un peu contextualiser au niveau global. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que dans le livre, je ne parle pas de surpopulation, parce qu'on parle souvent surpopulation, etc. Mais plutôt, je parle de surcarcéralisation pour justement insister sur les logiques néolibérales et carcélo-capitalistes qui produisent la carcéralisation et qui va avec aussi la définition des délits, la production des délits et le lien avec, je dirais, punition et production du capital, en fin de compte. Bon. Ça, c'est deuxième élément. Troisième élément, ce qui a changé aussi avec tout ça, c'est que la mission première du public, ça n'est plus forcément l'insertion, mais c'est la sécurité. Puisque avec la délégation privée-publique, tout est délégué au privé, que ce soit les produits de kantinage, que ce soit les énergies justement fluides, que ce soit le bâti, en fait, appartient au privé et il est loué par l'État, et que ce soit aussi les offres de travail, bon, ça on pourrait aussi, mais bon, les offres de travail en prison et les offres de formation. Bon. Et d'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, j'ai un chapitre que j'ai intitulé, tu me corrigeras, Sama, parce que tu le connais mieux que moi maintenant, la prison de troisième force de sécurité intérieure, parce qu'au fond, on est dans cette logique-là voilà, de mission sécuritaire. Bon. Alors, les incidences de cette gestion déléguée au privé, c'est que, et d'ailleurs ça, les prisonnières que j'ai rencontrées en ont beaucoup parlé, parce que justement, comme c'est des moyennes et longues peines, elles ont connu d'autres lieux d'incarcération avant, dont des lieux en gestion publique, c'est que ça va multiplier une série d'intermédiaires. En gestion publique, tu as un intermédiaire, par exemple, qui commande les bons de cantine, qui saisit les bons de cantine et qui va ensuite livrer les produits. Ce qui est important, enfin, peut-être que je m'exprime là avec beaucoup de choses vernaculaires, mais le cantinage en prison, c'est fondamental. C'est acheter tous les produits de nécessité du quotidien. Bon, donc, si on n'a d'ailleurs pas d'argent, on ne peut pas cantiner. Avec cette gestion déléguée au privé, en fait, on se retrouve avec plusieurs intermédiaires. Qui dit plusieurs intermédiaires dit évidemment risque d'erreur humaine, et ce qui arrive assez souvent. Et l'autre élément, comme nous rencontrons à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interlocuteur à qui on peut s'adresser en cas d'erreur. Et ça a une incidence très, très forte aussi dans la vie en détention. L'autre élément important dans ce partenariat public-privé, là, c'est que donc, c'est une grosse chaîne, en fait, c'est un gros… Donc, tu as en général une grande entreprise de bâtiment dont je n'ai pas le droit de dire le nom, donc grande entreprise de bâtiment qui va ensuite avoir des sociétés sous-traitantes. Donc, ils ont un contrat, en fait, avec l'État.
Et on leur dit, dans ce contrat, vous devez par exemple fournir 20% d'activité à la population pénale, activité salariée. Vous devez fournir les fluides, les énergies. Le bâti doit être structuré de telle ou telle manière. Et si le privé ne répond pas à cette demande annuellement, ils ont normalement une majoration. Mais en fait, cette majoration, ils la paient très peu ou pas, parce que d'abord, ils l'ont intégrée dans le forfait que paie l'État. Donc, au pire, voilà, ils n'ont pas de marge. Et d'autre part, dans ces nouveaux marchés, c'est soit intégré, soit deuxièmement, au moment de la justification de pourquoi vous n'avez pas rempli, par exemple, pourquoi vous n'avez pas donné 20% d'activité salariée aux détenus, il y a tout un tas de raisons qui vont être évoquées. Par exemple, la difficulté de faire rentrer les pièces à l'atelier à cause justement de toute la lourdeur sécuritaire en prison. Donc, voilà. Et donc, ils vont être épargnés d'une majoration à payer. Mais par contre, ça va avoir une conséquence sur le prix des consommables pour les détenus, puisque les prix des consommables sont de 10% plus chers que sur le marché extérieur, sur des produits qui, en plus, sont évidemment les produits les plus bas de gamme, parce que pour pouvoir faire cette majoration de 10%, eh bien, on ne va pas choisir des gammes bio ou des gammes même de moyenne gamme de produits. Donc ça a une incidence très, très forte sur la vie du quotidien, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Après, l'autre élément, c'est que dans cette prison mixte, évidemment, là aussi, les femmes vont être moins privilégiées pour l'accès au travail, puisque d'abord, le travail va être du côté des hommes ainsi que la formation. Voilà. Ai-je bien répondu à ta question sur néolibéralisme et carcéralisation? Très, très bien. Mais je pense que là, il y a toute une piste Oui, à explorer. Et ça va donner lieu à un autre livre. Bien. Là, c'est déjà bien que l'idée du prochain livre est déjà en place. Non, il n'est pas en place encore, mais bon, en idée. En puissance, il deviendra bientôt en acte, comme dirait Aristote. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sinon, peut-être on arrive en termes de notre conférence. Il est 21h, Hervé, n'est-ce pas? Oui, écoute, oui. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vois que Philippe Binet apparaît, donc peut-être veut-il dire quelque chose. On attend absolument l'autre livre, et là, devant une bière. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Absolument d'accord, tout à fait d'accord. Bravo à vous et à Sama. Merci. Oui, bravo à Sama aussi, absolument. Merci à Philippe. C'est Philippe qui a en fait repris le texte de la présentation. D'accord. Tu vois l'élégance de son langage. Hein, c'était. Merci beaucoup, Philippe. Donc je parle à la place d'Hervé là. Donc normalement, Francis, qui a pris plein de notes, devrait nous donner le compte rendu, et Boris, demain ou après-demain aussi, la vidéo qu'on inscrira sur le site en bonne place. Merci beaucoup. En enlevant tout notre avant-propos, justement. On aurait envie de tout garder cette fois-là. On aurait envie de tout garder. pour sentir un peu la joie qui vous habite quand même, parce que c'est pas habituel. Merci. Il va y avoir l'entretien dans le contretemps qui va être aussi. C'est un bon complément, je pense, de cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de cette présentation. Merci à ça. Merci à tous. Merci. Donc, je rappelle merci à vous. Sera disponible à partir de demain en librairie. Vous ne le regretterez pas. Moi, j'ai un plaisir. J'étais déçue de l'avoir fini. Et là, j'ai hâte de le reprendre avec mes notes, avec mon crayon à papier à la main. Mille merci, Natacha, d'avoir accepté de réserver la première présentation à la Société Louise Michel. Vraiment, c'est une immense joie pour nous. L'entretien en fait, qui sera publié dans le 5e numéro du Contretemps, comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce à Francis, c'est elle que je le remercie à nouveau. C'est un long, je pense, entretien, et il y aura des surprises, parce qu'on a pris un immense plaisir aussi
à échanger avec oui. Natacha. Et évidemment, la vidéo sera disponible dans les jours qui viennent via YouTube. Donc, vous pouvez la regarder et vous pouvez également participer à sa diffusion auprès de vos entourages, vos amis, pour qu'ils prennent une première idée sur l'ouvrage de Natacha. Et aussi, il y a les autres conférences de la Société Louise Michel qui sont toujours disponibles sur YouTube et que vous pouvez également donc les revoir et voir un petit peu, avoir une idée sur l'ensemble des activités de Louise Michel, malgré cette situation très exceptionnelle pour tout le monde de la crise sanitaire. Nous pouvons nous dire qu'on a réussi tout de même à maintenir notre agenda malgré toutes les difficultés. Merci à tous mes amis, mes camarades et mes collègues de la Société Louise Michel, au public. Mille merci, Natacha, encore une fois. À très bientôt. À très bientôt, Elsa. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.